Salut! Salut! Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On visite les ruchers de Florine. Depuis combien de temps? Alors moi ça fait 40 ans maintenant que je suis dans les abeilles. Mon père avait déjà des ruches, j'ai toujours connu des ruches à la maison. Mon père avait toujours 2-3 ruches, il y en avait toujours dans le jardin. Et puis à l'âge de 15-16 ans, je m'y suis intéressé un peu plus. Et puis on s'y intéressait tous les deux aussi avec mon père. Mon père était amateur et puis après on a fait des formations sur plein de choses. Beaucoup dans le sanitaire. Moi ça me plaisait bien et mon père aussi. Les maladies. Donc on s'est beaucoup orienté là-dessus. Et puis voilà. Puis après moi quand j'avais 18-19 ans, je voulais en faire mon métier, mais à l'époque il n'y avait pas d'école pour faire de formation. Donc il fallait faire des stages chez des professionnels. Donc je suis parti pendant 2 ans en Champagne, chez un professionnel. Et puis à la suite de ça, après je me suis installé petit à petit. J'ai été longtemps avec une centaine de ruches. Et j'avais un autre travail à côté. Puis à un moment donné, j'ai passé le pas. Et puis aujourd'hui, tu as combien de ruches? J'ai 300 ruches là. D'accord. Et ça représente quelle quantité de miel par an? Alors, faut compter 20 kg par ruche en moyenne par an. Ok. Donc, 300 fois 20. Ça fait 6 tonnes de miel. Ah, pas mal. Ouais, pas mal. Donc tu fais 20 kg par ruche à peu près? Ouais. En moyenne, c'est ça. Alors, il y a des années où c'est beaucoup moins. Il y a des années où c'est beaucoup plus aussi. On peut monter jusqu'à 30, 40, ça dépend. Bon, après, chez nous, c'est toujours une moyenne, mais une moyenne, c'est ça. 2021 a été très difficile, il a fait très mauvais tout le temps. Ouais. On a fait 8 kilos de miel. Ah oui. Par ruche. Ouais. Moins de 2 fois. Cette année, c'est très mal parti, là. Ah. Ouais, pareil, le froid, l'humidité. Et puis on a de plus en plus de problèmes de perte de ruches aussi l'hiver. Ça, on a des mortalités beaucoup plus importantes. Ce serait dû à quoi? Plein de choses, multifactorielles en fait. Les maladies, le varroa fait beaucoup de dégâts, il s'est installé vraiment. Le varroa il est arrivé dans les années 85 en France, ouais. 85-90. Ouais. Et petit à petit, il a introduit aussi beaucoup de virus en plus. En fait, le varroa il pique l'abeille. Ouais. Donc il fait une plaie et par là rentre tout un tas de virus que le varroa a sur lui et qu'il inocule aux abeilles. Donc ça, depuis quelques années, en plus, il sélectionne des souches de virus qui sont très résistantes et qui sont très, très virulentes. Donc ça fait beaucoup de dégâts. Il y a l'environnement aussi. Hein. Alors quand on parle d'environnement, il n'y a pas que les produits, que les pesticides. Ça rentre en ligne de compte. Mais il y a aussi l'environnement, la ressource, qui est hyper importante. Parce qu'il faut savoir que avec les remembrements, avec les constructions et tout ça, il y a beaucoup d'espaces naturels qui ont été enlevés. Donc ça c'est très préjudiciable. L'abeille est moins bien nourrie, en moins bonne qualité, parce qu'il faut que l'abeille trouve... en fait l'abeille elle a deux sources de nourriture. Elle a le pollen et le nectar. Et regarde, on le voit là avec le pollen sur les fesses. Donc le pollen c'est une source de protéines et le nectar c'est l'énergie, le sucre. Donc le pollen sert pour nourrir les jeunes larves, mais il faut que le pollen soit en quantité et en qualité, parce que tous les pollens ne se valent pas en qualité nutritive. Et il faut que tous les pollens faut que ça soit diversifié. Un pollen de maïs par exemple ça vaut rien du tout au niveau qualité nutritive. Un des meilleurs pollens c'est les pollens de pissenlit au printemps, c'est très bien, les saules, voilà. Ton père de laisser les pissenlits moi. Le pollen de châtaignier toujours, mais les arrache. Voilà. Il y a des pollens qui valent rien, hein, voilà. Et il faut que l'abeille en ait en quantité suffisante tout au long de l'année et diversifiée aussi. Et c'est vrai qu'autour de chez moi, c'est des grandes monocultures de maïs en fait. Ça c'est très mauvais. Donc il y a ça aussi la ressource. Parce que si l'abeille est moins bien nourrie, elle est plus sensible aux maladies. Ouais. Et puis le frelon asiatique aussi, depuis 4 ans, fait du dégât aussi. Parce qu'en fait le frelon asiatique, c'est surtout en fin de saison, hein, donc il empêche les abeilles de sortir.
il les stresse. Il se met en vol stationnaire devant la ruche. Et puis il attrape les abeilles qui rentrent, qui sortent. Donc les abeilles sont stressées, sortent plus. Donc ils vont plus chercher de pollen. Donc en fin de saison, c'est très important aussi qu'il y ait du pollen pour que les abeilles qui vont naître en fin de saison passent l'hiver. D'accord. Donc ça, tout ça, c'est tout ça cumulé en fait. Et ben ça fait qu'on a des pertes de plus en plus importantes. Rajouter à ça un peu les problèmes de pesticides aussi, hein, quand même, on en retrouve dans les cires. Ah oui, directement dans la cire, tu retrouves des traces de pesticides. Je trouve des traces de pesticides. La cire, c'est une matière grasse qui concentre beaucoup les pesticides. Ça, c'est dans l'environnement. Mais aussi les pesticides qu'on peut mettre aussi à l'intérieur de la ruche, quand on traite le varroa par exemple. Ouais. Ça c'est pareil, il faut faire très attention à traiter avec des produits sans rémanence, parce que tout le monde travaille pas bien, ça c'est clair. Donc il y en a qui, c'est des produits qui coûtent cher, donc il y en a qui essayent de faire leurs produits eux-mêmes, leur qu'achètent des trucs, des bidons de produits, qui trempent des lanières de carton, mais ça c'est complètement à proscrire. On retrouve ça, plus les produits qu'ils peuvent utiliser à l'étranger, hein, qui sont autorisés à l'étranger, qui ne sont pas autorisés en France, des produits de traitement qui sont très rémanents. Et donc comme les cires, on a été longtemps en France en manque de cire, on en a acheté à l'étranger et puis on a acheté de la merde, notamment en Chine. Oui, c'est ce que j'allais demander, il me semblait qu'il y avait beaucoup de produits qui venaient de Chine. Ah oui, il y a des produits de traitement, je sais plus, il faudrait que je regarde sur les analyses de cire qui sont faites, mais il y a des produits qui sont interdits en France et qui sont autorisés à l'étranger, en Chine notamment. Du coup, qui sont dangereux pour nous Qui sont alors surtout dangereux pour l'abeille. D'accord. Et c'est ça, on les retrouve dans les cires. Et ça après, comme la reine va pondre dans les alvéoles, ça se retrouve sur le couvain. Donc toi, tu es un expert en tout ce que tu disais en maladie sanitaire. En sanitaire, ouais, je me suis intéressé beaucoup dans le sanitaire. Hein. J'ai travaillé pendant 8 ans dans un GDF, un groupement de défense sanitaire. Donc on travaillait avec des vétérinaires. Et puis on distribuait des produits vétérinaires, on faisait des visites sanitaires, des visites pour les maladies. Il y a des maladies qui sont encore réglementées, comme la loque américaine aussi. C'est des maladies hyper contagieuses qui sont réglementées, qui sont soumises à déclaration. Donc ça, quand on l'a, il faut la déclarer à la DDPP. Et puis il y a un arrêté de prix, il y a obligation d'assainir. Donc c'est des maladies qui ont toujours existé depuis longtemps, mais qui sont hyper contagieuses. Et donc, assainir, ça veut dire Assainir, en gros pour la loque, faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de traitement pour la loque. L'assainissement pour une loque américaine, en fait il faut garder que les abeilles, que la colonie, et tout ce qui est bois, cire, il faut brûler. D'accord. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire sur sur les maladies aussi, oui, c'est important. On en a l'impression que les abeilles, ça va bien, que ça se débrouille tout seul, mais c'est soumis à maladie aussi. Alors après, il faut aussi travailler là-dessus, sélectionner des souches qui sont plus résistantes aussi. Ça fait partie de la sélection. De toute façon, l'abeille le fait d'elle-même, naturellement, mais nous, on essaye de l'aider aussi. Là, on travaille sur des abeilles qui sont un peu plus résistantes au varroa. On sait qu'ils ont un gène on appelle ça les reines VSH. Ils sont sensibles. Donc quand ils savent qu'il y a un varroa à l'intérieur du couvain, ils vont désoperculer et sortir le varroa. Donc il ne va pas se reproduire. Ça, ils ont un gène qui se développe. Donc ça, on essaye de travailler là-dessus. Donc justement, l'abeille le fasse d'elle-même. C'est super intéressant, ça. Se dépouille, en fait. Ça va se faire, mais c'est long. La génétique, c'est hyper long. Et puis quand on essaye de le faire nous-mêmes, il faut vraiment... Voilà. Ouais. Comme pour le frelon aussi. Les abeilles en Asie, ils ont le frelon depuis des années, ils arrivent à vivre avec et à se défendre. Nous, ici, ils n'y arrivent pas encore. Ça viendra aussi, c'est pareil. Mais ça prend du temps. Mais ça prend du temps, oui. Donc on va pouvoir voir dedans, là. Hop.
Alors qu'est-ce qu'on fait là? Voilà, on va visiter. C'est des reines que j'ai achetées, qui ont été inséminées, donc qui ont été sélectionnées, qui ont été inséminées artificiellement, c'est-à-dire avec un appareil. Hein. Je visualise pas bien l'insémination d'abeilles. Ah. Je visualise pas bien comment Ah bah on peut inséminer une abeille. c'est comme l'insémination pour les bovins, les caprins, c'est la même chose. Sauf que les seringues sont 10 fois, 100 fois plus petites. Il faut des loupes et puis voilà. Mais ça se fait très bien. Hein. On endort les reines. On prend les reines, on les endort au gaz, au CO2. Et puis on arrive à les inséminer. On récupère le sperme de mâle. Hop, ça c'est du pollen de pissenlit. C'est à la couleur? À la couleur, ouais. Orange comme ça. Toi tu y vas à main nue. Ouais, là, en plus ceux-là ils sont sympas. Oui, si tu me disais c'est des... Ça c'est des buckfast. Du coup les buckfast ça vient de... Ah, les buckfast c'est une race qui a été créée il y a à peu près 70-80 ans maintenant. Ah oui. Ouais. Donc c'est de la génétique aussi? C'est de la génétique, ouais. D'accord. Donc c'est une race qui a été créée en Angleterre, à l'abbaye de Buckfast. D'accord. Par un moine, l'abbé le frère Adam. Non, le frère Adam. C'était un abbé dans une abbaye où dans les abbayes ils ont toujours des ruches, hein, ils ont toujours eu ils vendent du miel et puis pour leur consommation. Et il y a 70 ans en Angleterre ils ont eu une attaque de nosémose. Donc c'est pareil, c'est une maladie qui donne la diarrhée en fait. Et ça a disséminé les 3/4 des ruchers en Angleterre. Ah oui. Ah ouais. Et donc lui, il est reparti des ruches qui avaient résisté en fait. Et puis il a refait une station de fécondation. Il a été un peu dans toute... il a voyagé beaucoup à l'étranger, en Europe. Et il a croisé avec des races il y a aussi de l'abeille française dedans, il y a aussi un peu de souche italienne, enfin voilà. Et en Crète beaucoup aussi. Et maintenant, la buckfast, c'est la plus présente en France? Ouais. Oui, parce que c'est une race qui a été bien travaillée quand même. Et puis, ouais. Et il y a des souches françaises d'abeilles? Oui, maintenant c'est une race qui a été créée, c'est une souche, c'est vraiment une... Les caractères ont été fixés en fait. Non, mais ce que je veux dire, au départ, je sais qu'il y a l'abeille noire de Normandie. Ouais. Bah il y a aussi... Alors, il y a aussi des buckfast qui sont... Il y a des stations de fécondation où on arrive à garder la... Parce que c'est vrai que c'est très compliqué la fécondation des abeilles, c'est très compliqué parce qu'une reine se fait féconder par une quinzaine de mâles. Et les mâles peuvent venir de partout. Ah oui. Les mâles voyagent de ruche en ruche. Donc c'est très compliqué et puis ça se fait en l'air, dans le ciel, on contrôle rien, quoi. Donc pour vraiment garder une race, il faut vraiment avoir un environnement ou alors faire de l'insémination artificielle. Ouais. Donc là on sélectionne les mâles et on sait. C'est en labo quoi. Voilà. Mais bon, on arrive. Hein, Ouais. Et c'est vrai que c'est une race qui s'est beaucoup développée en France. C'est une race qui a été faite aussi pour travailler. Hein. Faut aller plus douce. Elle est pour faire de l'élevage, pour faire tout ça. C'est vrai que lundi, nous, on a mis la hausse. Lundi ou mardi, je sais plus. Là, regarde, on a pratiquement pas enfumé. Et là, ils sortent pas. Enfin, voilà. C'est vrai qu'elles ont été super cool. Là, au niveau douceur, c'est hyper... Wow. On lève le cadre, c'est tranquille. Donc ça, c'est le couvain de mâle ou c'est les... Donc ça, c'est le couvain de mâle ici. Ok. Ça, c'est le couvain d'abeilles, des jeunes ouvrières. Et ça, c'est le miel. Tout ce qui est brillant, là. C'est toujours conçu comme ça. Le couvain dans le milieu, le miel autour. Et le pollen autour pour nourrir les larves. Là, on n'en voit pas beaucoup. On va peut-être en voir un peu après. Mais là, elles ont construit elles-mêmes la cire, non? Oui, en fait, on leur met une plaque de cire gaufrée, puis après, elles étirent les alvéoles. Okay. Bon, là, elle commence à être un peu noire, même, la cire. Ça, faut que ça se renouvelle aussi. Voilà, donc là, on voit une abeille qui va naître. Hop. Ah ouais. Je sais pas avec la caméra si je veux bien la voir, mais...
Ah si, on la voit. Donc elle est en train de gratter l'opercule et puis elle va naître. On voit que là il y a beaucoup de jeunes abeilles, hein. Les jeunes abeilles, tiens, là ça c'est une toute jeune abeille, elle est velue, elle vient de sortir il n'y a pas longtemps. Elles sont plus petites et elles sont velues, elles sont velues par rapport à ceux-là. Donc quand on voit ça, c'est que c'est pas mal. Là c'est une colonie qui se développe. Hop. On va tous les regarder comme ça. Celle-là, elle est plus fraîche. Donc ça, ouais. Tu vois, on met une plaque de cire gaufrée comme ça, et après les abeilles étirent les alvéoles. Ça fait combien de temps que tu l'as mis, cette plaque? Bon, ça, celui-là, il est depuis l'année dernière, mais il commence à construire depuis cette année, là, tout ça. D'accord, c'est pas une que tu viens de rajouter? Non, 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 non. D'accord. Ça a été rajouté l'année dernière pour compléter, mais là, ils vont se développer, ils vont construire tout ça, tous les cadres. Et une fois qu'ils seront trop développés, on les repassera dans une ruche. Une ruche, c'est 10 cadres. Ça, c'est une ruchette, c'est 6 cadres. D'accord. On va la mettre sur le côté, comme ça, ça va nous faire de la place. Donc là, tu vas contrôler quoi? Alors là, je voulais voir la reine, si elle pondait bien, si ça s'était bien développé. Tu vois, là, on voit le pollen, hein, dans le fond des alvéoles. Et le miel qu'elle ramène. Donc là, c'est signe que la colonie se développe et que ça va... Le pollen est stocké pour nourrir les larves. En fait, la reine va commencer à pondre et ils vont se servir du pollen pour nourrir les larves. Donc là, c'est une colonie en bonne santé. Là, c'est une colonie qui se développe bien, qui part. Voilà. Parce qu'elle était assez faible quand même en sortie d'hiver. Tu vois? Ah, tu l'as vu? Non, non. Là, on voit une abeille qui est malade. Ah. Elle a les ailes atrophiées. Elle a plus d'ailes. En fait, ça, c'est un virus. Et ça, c'est le varroa qui transmet ce virus-là, le virus des ailes déformées. Du coup, elle peut pas voler, elle. Ah, du coup, elle est pas viable. C'est des colonies qui ont été traitées, mais... c'est pas très bon. Bon, ouais. Ah, j'ai cru que c'était elle, mais non. Non, mais elle s'est cachée, elle s'est mise dans la coin. On va la voir. Hein. Sinon, tant pis, je te dis, on va faire l'autre parce que... En général, elle est sur un cadre qu'elle est en train de pondre. Voilà, on voit pas d'œuf non plus. Hop. On regarde encore une fois celui-là. Non. Bon. Puis après, non, de toute façon, si elle se met dans un paquet d'abeilles comme ça... Bon, ça va, c'est une colonie qui se développe, mais c'est pas une colonie non plus pour l'époque qu'on est. Bon, la météo est pas terrible, mais... Voilà, ça pourrait être... Bon. On va regarder. Déçu. Ouais, on va regarder. T'en as plein sur la tête. Tu peux te mettre là si tu veux. Derrière. Oh, celle-là est encore un peu plus faible. Bon, après ici l'environnement est pas super non plus, hein. Il y a que des champs autour. Enfin bon, pour 2 colonies. Après, tes autres colonies, elles sont
plus en bas. Oh. Ça y est? Ouais. T'as été piqué? Ouais. Bon. Tu utilises. Ah oui, fais gaffe, il y a le gars. Comment on... Ouais, je le recommande là? Comme ça. Hop. Donc, tu l'enlèves aussitôt. Tu frottes. Taf. Parce qu'en fait, ça continue à... Ouais. C'est que le venin d'abeille c'est utilisé hein, en Ouais, médecine. c'est très bon pour les rhumatismes. Ouais, bah j'aurais pas de rhumatisme au petit doigt. Tiens, elle est là. Ah bah oui. Ah donc celle-là, elle est pas marquée. Celle-là, elle n'est pas marquée. Donc l'autre, normalement, on aurait dû la voir. Ça, c'est des petites? Reine? Non, petites abeilles. Bon, Il y a de tout. c'est vrai? Non, normal, ouais. Ok. Bon. Ah, il est pas fort. Hein. Bon, le couvain est propre, bien serré. Ça, c'est signe aussi d'une reine. Quand le couvain est bien régulier, c'est signe d'une reine qui est en bonne santé, qui pond bien normalement. Enfin, voilà. Bon, là, de toute façon, la météo est pas non plus. Ah, il y en a une qui t'a chopé aussi, je crois. Moi, viens me voir. On te laisse tranquille. Ouais, le couvain est pas mal, par contre. Ah oui, le pollen là, il est vraiment bien orange quoi. Sur les abeilles, là, ouais. Ouais. Ah ouais. Il y en a du jaune, Il y a du jaune, orange. du plus clair. Il y a du gris, il y a pas mal de couleurs hein, sur les pollens. Bon, à cette époque-là, c'est souvent jaune. Jaune-orange. En termes d'intervention, c'est combien de fois à peu près par an? Combien de fois tu vas récolter? Combien de fois tu vas intervenir sur la ruche pour vérifier s'il faut... Après, il ne faut pas les ouvrir toutes les semaines, ça c'est sûr. Ouais, Il y a deux grandes périodes, deux ouvertures de ruches qui sont importantes. C'est au printemps, ouais, à cette époque-là, même un petit peu avant, hein, dès qu'il y a des rayons de soleil, au mois de mars, avril, mars. Donc là, tu visites tout comme on a fait. Tu regardes tout, le couvain, s'il est en bonne santé, si ça se développe, s'il y a de la ponte, voilà. Ça, c'est la visite de printemps. Et puis après, si déjà, tu sais, ne serait-ce que d'observer comme ça, au pied de la ruche. au pied, à l'entrée. Si tu vois que ça rentre, ça sort, que ça rentre du pollen. Quand ça rentre du pollen, c'est qu'il y a un élevage dedans, c'est toujours bon signe. C'est qu'il y a une reine qui pond, c'est que voilà. Ça, c'est une ruche qui ne va pas rentrer de pollen, ne va pas avoir d'élevage, donc elle va péricliter. Et puis, Tu checkes donc ça, régulièrement l'entrée. après, bon, quand c'est en ruchette comme ça, après il faut la mettre en ruche. Hein. Une ruche c'est 10 cadres. Ouais. Après, une fois qu'elle est développée, on met des hausses pour toujours développer aussi la colonie. Puis c'est dans la hausse qu'on va récolter C'est le ça, miel. tu récoltes que la hausse. Que la hausse. Ouais. Donc après, chez nous, on fait 2 récoltes. Hein. Après, bon, après c'est les professionnels aussi un peu plus, mais tout ça dépend aussi comment tu travailles tes ruches. Mais chez nous, en règle générale, quand tu as des ruches qui sont en sédentaires, qui ne bougent pas, tu fais 2 récoltes. Tu fais au printemps. Ouais. Donc c'est-à-dire quand les colzas finissent de défleurir. D'accord. Donc là, tu récoltes. En fait, le colza cristallise très vite aussi. Oui. Donc il faut C'est le pour ça que récolter le miel avant, de printemps, avant il est qu'il beaucoup durcisse. plus dur. Ouais. Donc ça, tu l'enlèves. Et puis après, tu fais une deuxième récolte fin juillet, début août. Ok. Donc là, le miel d'été. Au milieu de Un coup l'été. de fleur. Ouais. D'accord. Donc tu fais juste... Tu rajoutes tes hausses... Ouais. Tu fais une visite de printemps, après tu rajoutes les hausses. Ouais. Après tu surveilles comme ça, hein, si ça va bien, si ça rentre, si la colonie se développe. Mais juste un petit coup d'œil hein, sur le dessus, comme Et ça, ça on ne ressort pas les cadres. Hein. Ouais, ça met combien de temps à remplir la hausse pour pouvoir récolter? Alors ça peut aller très vite, comme ça peut mettre 3 semaines, 1 mois. Ça peut, en une semaine, elles peuvent, quand les conditions y sont, qu'il y a eu de l'hygrométrie, qu'il y a de la chaleur, il y a des fleurs autour. La colonie est forte, ça peut aller très vite. D'accord. Donc là, par exemple, moi j'ai installé il y a quelques jours ma hausse. Si il faisait très beau et qu'il y avait beaucoup de fleurs, en une semaine suivante, je pourrais rajouter une hausse tellement ça va vite. Ouais. D'accord. Une semaine, 10 jours. Ouais. Ah ouais. Oui. Alors déjà, le premier conseil, quand même, il faut aller se former. Il faut se former. Il faut
se renseigner, savoir comment les colonies travaillent, comment... Tu veux qu'on rentre? Non, c'est bon. Sûr? Ouais, c'est bon. Et puis il y a des ruches écoles aussi, hein. Il y a des ruches écoles, des petites formations, voilà, déjà c'est un minimum, une journée c'est le minimum. Après il y a des ruches écoles qui font des sessions les samedis après-midi. Donc faut voir une saison, comment ça se déroule avant, savoir comment on fait, parce que il faut quand même s'en occuper, il y a des choses à pas louper, parce que sinon, voilà, la ruche, on ne sait pas pourquoi, il y a des mortalités, on ne sait pas expliquer, donc après il faut pouvoir intervenir et puis savoir pourquoi. Et c'est quoi les différents symptômes qu'on peut repérer sur une ruche Les maladies? Type de maladie, ouais. Le varroa, c'est le type de maladie, c'est les abeilles qui vont être, comme on a vu tout à l'heure, hein, qu'on les a atrophiées. C'est du couvain qui est tout dispersé, qui est en mosaïque. Donc ça c'est un signe aussi. D'accord. Voilà, on peut voir des fois des varrois sur les abeilles. Alors quand on en voit, c'est que ça commence à être vraiment trop tard. D'accord. On peut voir. Hein. Normalement, ils sont au fond de la ruche, c'est ça? Non, ils sont alors ils ont plusieurs stades. Ils ont une partie où ils se fixent sur l'abeille quand même. Oui, ils sont sur le thorax. Ouais, sur le thorax, ouais. C'est des petits vers blancs, tu vois. C'est pas des vers, c'est des acariens. Ouais, c'est des poux. Araignées, c'est des poux, hein. Ouais. D'accord, c'est comme les petites araignées rouges. Ouais, c'est ça. D'accord. Alors c'est petit, hein, c'est en proportion, mais c'est énorme par rapport à l'abeille. C'est en proportion, nous, ça nous ferait comme si on avait un melon dans le dos, quoi. D'accord. Donc c'est énorme pour une abeille. Ouais, hein. Ouais. C'est un gros parasite. C'est un gros parasite. Et il se nourrit de l'hémolymphe de l'abeille et du corps gras, en fait. Donc il l'affaiblit. Il l'affaiblit et puis il fait une plaie. D'accord. Et il n'y a pas que le varroa du coup? Alors il n'y a pas que le varroa, il y a aussi des maladies du couvain. Donc c'est surtout des champignons, la loque américaine, il y a des virus aussi, couvain saxiforme, il y a plusieurs, il y en a au moins 5 ou 6, 5. Et comment on les repère ceux-là? Le couvain pourri en fait. Ah. C'est... Et il y a l'odeur L'odeur, pour la loque américaine, il y a de l'odeur, mais après, c'est pas vraiment un symptôme. D'accord. C'est plutôt l'aspect. Ok. Donc le couvain, on voit que les opercules sont affaissés. Quand on prend un petit bâton, on trempe et on voit que c'est pourri et ça fait un fil. D'accord. Donc ça c'est la loque américaine. Et donc là, il n'y a rien, là, y a rien à faire. Il faut juste garder les abeilles, assainir, garder les abeilles juste la grappe. En fait, il faut faire un transvasement. Alors c'est pareil, c'est technique. Il faut transvaser les ruches dans une ruche saine. Alors il faut faire ça devant la ruche. Il faut les secouer. Il faut avoir pratiqué au moins une fois pour savoir comment on fait. Ouais. Et voilà. Ça t'est déjà arrivé dans ton oui, j'ai déjà fait plein de transvasements. D'accord. Oui. Et après, il y a c'est quoi la teigne? La feigne? Alors la teigne, ça c'est une maladie, c'est la fausse teigne, c'est un ver, c'est un papillon qui pond des œufs et le ver va bouffer la cire, le pollen et tout le miel aussi. D'accord. Mais ça c'est si la ruche est déjà affaiblie. Voilà, exactement. Okay. Ça c'est pas la teigne qui va tuer la ruche. À vie, il y a quelques larves qui arrivent à se développer comme ça, mais normalement, ils n'arrivent pas à prendre le dessus. Ouais. Okay. Voilà, ça, il y a un équilibre qui se fait. S'ils prennent vraiment le dessus, c'est parce que la colonie est trop faible. D'accord. C'est à peu près tout, c'est déjà pas mal. En fait, c'est surtout les maladies du couvain qui sont très préjudiciables. Et puis le varroa, les maladies sur l'abeille adulte. D'accord. Et donc pour le varroa, il y a des solutions? Pour le varroa, il y a des solutions, il y a des médicaments. Et pour le reste Pour le reste, il y a très peu de médicaments. Il n'y a même plus de médicaments. Ça a été interdit en France. Avant, il y avait pour la loque américaine, on pouvait utiliser un antibiotique. Et après, pour le frelon, mais c'est fini, c'est interdit maintenant. Ah, d'accord. Les antibiotiques, ouais, c'est interdit en apiculture. Et c'était pour traiter quoi? La loque américaine. Mais ça traitait. En fait, la loque américaine, elle est résistante sous forme de spore. Et l'antibiotique, elle n'attaque pas la spore, donc ça ne sert pas à grand chose. D'accord. Ça empêche de se développer, mais ça n'empêche pas la maladie.
Donc c'est pour ça que ça a été interdit. Puis c'est pas plus mal parce qu'à une époque on en utilisait beaucoup. Et puis on en retrouvait aussi dans le miel. D'accord. Oui, justement, j'avais une question par rapport au miel. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme... En fait, j'avais une question très bête, mais il y a des plantes qui sont toxiques pour nous. Est-ce que c'est quelque chose dont on peut retrouver une certaine toxicité dans le miel ou pas du tout? Genre si elle butine, je sais pas, un champ digital ou d'arômes ou de trucs bien toxiques. Ouais, alors ça, je sais pas, franchement. Bonne question, je sais pas. Les digitales, je suis pas sûr que ça produise du nectar. J'ai jamais entendu parler de miel qui était toxique par rapport à une plante qui a été butinée. Ok. Ça, non, jamais. C'est vrai que je me posais la question l'autre jour. Non, eu d'intoxication miel. Non. pas par le miel qui a été butiné. Après, il peut y avoir des résidus, hein, donc des résidus de produits de traitement du varroa normalement, des résidus de pesticides. Hein. On peut retrouver aussi des résidus de plomb. Hein. Ça, ouais. Pour ça que les miels, des fois, le miel de Paris ou le miel de... Ouais. Le plomb, il se retrouve sur les fleurs, hein, sur le pollen. Donc ça, on en retrouve. Hein. Là, dans la vallée de la Maurienne, on retrouve pas mal de plomb dans le miel. Hein. La vallée de la Maurienne, tout le tunnel là, qui va... Toute la route qui va en Italie, quoi. Donc tout ça, il y a énormément de circulation par là. Et là, on retrouve des quantités de plomb donc, miel de Savoie, tout ça Après certains coins, pas tout non plus. Et puis après, c'est une question de quantité. On en retrouve à des doses toxiques. Il faudrait vraiment consommer énormément pour s'intoxiquer, quoi, quand même. D'accord. On en retrouve des microgrammes, mais il faudrait vraiment manger 10 kilos, quoi, je pense, par exemple. Ouais. Mais ça pourrait arriver quand même. Voilà. Raison de plus de prendre soin de l'environnement. Alors. Oui. Pour ça que le miel, les gens dans les villes et tout ça, le miel n'est pas non plus... alors, ils font du miel parce qu'il y a beaucoup de parcs, il y a beaucoup de diversité de fleurs et tout ça, ça c'est vrai. Les abeilles se portent bien là, à cause de ça. Il y a moins de produits de traitement aussi dans les grandes villes. Mais il y a aussi des résidus de pots d'échappement qui ne sont pas spécialement meilleurs. Faut faire gaffe. Hein. La pollution, elle n'est pas toujours où on s'y attend le plus. Hein. Elle est des fois sournoise et on ne s'en rend pas compte. Dans les fumées, des usines, des fois, il y a eu moi. Je connais parce que j'ai travaillé à la DDPP à Rouen là, et à une époque, c'était pas dans le miel, mais c'était dans le lait. Il y a des éleveurs où ils retrouvaient de la dioxine dans le lait. Et ils ne savaient pas du tout d'où ça venait. Et en fait, c'était quelqu'un qui travaillait dans les PTT, qui récupérait les câbles et qui brûlait le cuivre. Et il faisait ça tous les week-ends. Une fumée noire. Et en fait, les fumées retombaient sur les champs à côté. Et puis, ça se retrouvait dans le lait. Et ça se retrouvait dans le lait. Mais c'est très en quantité importante. Et ils ont eu énormément de mal à trouver parce que, en plus, c'était un particulier. Voilà, donc c'est pour ça que des fois, la pollution, c'est assez sournois. On ne sait pas trop d'où ça vient et puis on n'y pense pas toujours, quoi. Ouais. Mais ça c'est des anecdotes quand même qui sont importantes et voilà. Sinon, je voulais savoir, c'est quels aspects de ton travail d'apiculteur tu trouves le plus gratifiant? C'est passionnant, c'est aussi l'environnement, c'est aussi général, on touche un peu à tout. C'est aussi la fécondation des plantes qui est très importante, la pollinisation est beaucoup plus importante que le miel en premier lieu. La pollinisation des arbres fruitiers, des melons, une grande partie des fleurs est quand même assurée par les insectes et une grande partie par les abeilles. Donc ça c'est bien aussi. C'est un métier où on touche un peu à tout. On fait du sanitaire, on fait de l'élevage, on fait de la vente de miel,
ça change en fonction de la saison. Les saisons sont jamais pareilles, démarrent jamais pareil. Voilà, c'est ça qui fait que c'est intéressant. Tu dois rencontrer beaucoup de gens qui viennent te poser des questions sur ton boulot. Ah bah oui, puis c'est vrai que c'est quand même dans l'air du temps aussi. C'est aussi un très grand indicateur de l'environnement, hein, parce que quand les abeilles sont malades, c'est que l'environnement est pas bien, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Donc c'est un indicateur. Hein. Et puis c'est hyper important pour la pollinisation, ça je sais plus combien ça représente de milliards, mais c'est énorme par rapport à... Le miel, c'est rien du tout, hein, c'est pas un produit dont... Bon, c'est un bon produit, mais on pourrait s'en passer, c'est vrai. Mais la pollinisation, non, on peut pas s'en passer. Enfin, après, il faut manger avec des céréales et puis des pommes de terre. C'est tout, quoi. Ouais, ce serait triste. Ouais. Voilà. On pourrait filmer dans la boutique pour voir les différents produits de la ruche, tout ça. Ça marche. On fait ça ? Allez. T'as une sonnette devant là. Ouais. D'accord. Tiens, tu veux filmer la propolis, tout ça ? Pollen, propolis. Ah, c'est des indications. Ouais. Pollen, c'est un bon aliment aussi. C'est pas très bon. Ça fait un peu le goût de levure. Mais Tiens, anti-allergène. Ouais, c'est un très bon t'en mettre aliment. dans tes yaourts là. Le pollen, ouais, c'est une très bonne source de protéines végétales qui est C'est euphorisant. très très bonne. Ouais. Ça lutte contre la fatigue. Je vais t'en acheter du le pollen, stress. Ben. Hein. Non, mais c'est vrai, hein. Tu fais une cure de pollen. Et ça, c'est la propolis qui est réputée depuis l'Antiquité. Ouais. La propolis, c'est pareil, c'est un antibactérien, antiseptique, antifongique. Ouais. Anti-inflammatoire, C'est pas mal aussi la propolis. Bon, après, il faut savoir la consommer, et puis, Ouais. c'est pas toujours évident non plus. Alors, comment ça se consomme la propolis ? Alors, tu peux la prendre comme ça, la sucer. Bon, après, Ouais. c'est pas très agréable parce que ça colle un peu. Mmh. Après, il faut en faire des préparations. Dans l'alcool, ça se dissout bien. Et puis, t'as réussi à faire tes savons ? Ouais. Ouais, j'ai fait une tournée de savon, mais là ils sont en cure, j'attends que. Ils sèchent. Ouais, j'attends qu'ils sèchent et puis on verra ça dans un mois à peu près. T'as mis combien ? Beaucoup ? J'ai tout mis Tout mis ? pour 500 grammes de savon. Je pense que. Mais en plus, j'ai. Bon, on verra. Hein. Mais ouais, enfin, ça a l'air bien. Du coup, j'ai fait un savon, j'ai mis un peu de cire d'abeille et du miel aussi. Donc c'est un savon de la ruche. Hop. Donc ça, c'est ta boutique. Ouais. Donc ici, bah voilà ce que je te disais, hein, nous ici on arrive à faire des fois un peu d'autres miels en fonction des floraisons, mais c'est surtout les deux grandes productions, c'est le miel de printemps et le miel d'été. Donc le miel de printemps est très doux, hein, c'est beaucoup plus doux en goût, le miel d'été est plus fort. Ça, c'est quoi ça? C'est un peu du miel en section en fait, c'est des morceaux de cire avec le miel. Ouais. Les cadres, les morceaux de cadre. Ah, j'avais jamais vu ça. Et il y a des propriétés particulières au miel? En fonction du... Alors il n'y a pas une grosse différence, là les miels... Non, en général, le en miel... général, voilà, ouais, les miels de forêt sera peut-être un peu plus fort, donc un peu plus... Les miels de châtaignier, par exemple, sont un miel qui est très riche en fer. D'accord. C'est vrai, ça peut changer quand même. Mais sinon, il n'y a pas une grosse différence. Par certains miels de... Ouais, miel de châtaignier, ouais. C'est les savons. D'accord, ouais, j'ai vu une photo, ouais. Des petites abeilles. T'as eu des moules Ouais, j'avais ça déjà, donc
Je les ai utilisés, c'était pareil. Et comment t'arrives à les mettre dans les moules avant qu'ils soient... Ouais, en fait, oui. Oui, à la trace, je le verse dans les moules et puis du coup c'est encore bien liquide, je les tape pour faire sortir l'air. Et puis après, ça fait comme ça. Ouais. Puis des moules... 24 heures après, 24-48 heures après. Bon, on n'a pas attendu 24 heures, Ben était pressé. Le lendemain matin, on les a fait le soir, le lendemain matin, on les a sortis. Donc, ouais. Donc, à part le miel, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est surtout ça, un peu de pain d'épices. Ouais. Donc là, il en reste un. Donc ça, pareil, à base de miel, beaucoup. Un peu de vinaigre de miel. Alors, comment on fait le miel? Alors, en fait, c'est de l'hydromel. L'hydromel, c'est de l'eau, du miel et des levures. Ouais. Donc une fois que le sucre du miel est transformé en alcool, après on met une mer de vinaigre, la même mer de vinaigre que pour le cidre. D'accord. J'en ai une mer de vinaigre de cidre, faut qu'on essaye. Voilà, il faut d'abord faire de l'hydromel. Ouais, donc t'as l'hydromel aussi là. Et un peu d'hydromel. Elle est très belle la bouteille. Et donc après on retrouve la propolis. De la propolis brute, ouais. De la cire et du pollen. Donc la propolis c'est comme ça. Celle-là j'ai arrivé à faire un peu des moules. On la met un peu au chaud, à fond, et puis on arrive à faire des plaquettes. Donc on en prend un morceau et puis on peut le sucer comme ça. Puis après on peut l'avaler, mais on le garde déjà dans la bouche. C'est déjà, toutes les propriétés pendant 1 heure ou 2. Il y a une différence entre la cire d'opercule et la cire ouais, en fait, oui. Parce que la cire d'opercule, c'est vraiment une cire qui a été produite dans l'année. La cire d'opercule, c'est ce qui sert à fermer les alvéoles quand le miel est pour être prêt à être conservé, quand il est à une hygrométrie, une quantité d'eau suffisante. Le miel, il fait entre 17 et 19% d'eau. Le nectar, quand ils vont le récolter, c'est 60%, 70% d'eau. Donc ils évacuent tout le surplus d'eau par les ventilations qu'ils font à l'intérieur de la ruche. Donc le nectar est séché, il est aussi passé entre les abeilles se leur passent de jabot en jabot, ils mettent avec leurs glandes, ils mettent tout un tas de propriétés, des salives, ils le travaillent, et puis ils enlèvent l'excédent d'eau. Donc une fois qu'il est à 17% d'eau, il est operculé. Donc les opercules, c'est de la cire qui est faite aussitôt, qui n'a jamais été en contact avec les produits de traitement, avec les produits qu'on peut mettre, ou même les produits d'environnement. Tandis que les cadres, comme ils restent à l'intérieur de la ruche, ils restent plusieurs années. Un cadre, ça reste 4 ans dans une ruche. Tandis que l'opercule, c'est fabriqué dans l'année. Donc c'est une cire qui est très vierge, quoi. Et tu t'en sers pour quoi du coup de cette cire? Celle-là, on la reprend pour refaire des plaques de cire gaufrée. D'accord. On s'en sert comme ça. Puis c'est cette cire-là qu'il faut servir aussi pour faire des savons, D'accord. Des bougies. J'ai vu que tu avais des les bougies aussi, ouais, parce que... J'adore les bougies à la cire d'abeille. C'est un peu moins grave, mais c'est pareil quand ça brûle. Ça c'est la classique. Voilà. On avait chez le grand-père. Il en avait des comme ça. Les cires, ouais. Et alors, est-ce que tu as une recette favorite à base de miel? Ouais, le pain d'épices, c'est bon. Le pain d'épices, ouais. Après, ça se consomme bien comme ça. Après, on peut faire de la cuisine, c'est bon aussi dans les viandes blanches. Rôti de porc. Une vinaigrette, on fait une petite vinaigrette, on met une petite cuillère de miel. Alors moi j'ai une recette de vinaigrette, miel et soja, sauce soja, qui est très très bonne. Vinaigrette un peu asiatique là, c'est sympa comme tout. Un fromage de chèvre, tu fais du fromage de chèvre chaud avec un peu de miel dessus. Des tartines de... Ouais, exactement. C'est excellent. J'ai faim maintenant. J'ai super faim. Les enfants font ça. Les petits toasts, tu passes un petit peu au four, un petit peu de miel dessus, en apéro. Ouais. Ça, un petit orange de magret de canard aussi dessus. Oui. Mes magrets maison. Voilà. J'ai fait des magrets de canard avec mes canards.
Et t'en produis de la gelée royale? Non. C'est particulier comme procédé. C'est une production spéciale, ouais. Ça n'a pas l'air très respectueux de moins... C'est spécial, en fait, c'est une production spéciale qui demande beaucoup de main d'œuvre aussi. D'accord. Donc il faut pratiquement se consacrer qu'à ça, quoi. Ah oui, donc ceux qui font de la gelée royale, ils font pas le miel, ils font pas... De toute façon, sur une ruche où tu fais de la gelée royale, tu fais pas de miel de toute façon. Oui. Et c'est beaucoup de travail en fait, parce qu'il faut greffer, puis c'est tous les 3 jours, il faut intervenir dans la ruche. Donc c'est énormément de main d'œuvre. D'accord. D'où le prix de la gelée royale. On récolte très peu. Enfin, quand on a fait 800 grammes dans la saison de gelée royale, bon après ça vaut 1200 € le kilo. Oui. C'est aussi cher que... Oui. Mais oui. Mais puis une personne seule peut s'occuper d'une quinzaine de ruches à gelée royale, 15-20 ruches dans la saison, pas plus. Et donc ça, 800 grammes par ruche. T'en fais 800 à 1 kg, au mieux tu peux arriver à en faire 1 kg. Mais... Oh, il est mort dedans. Alors c'est un frelon ça. Ah tiens, bien. Frelon asiatique. Ah oui, d'accord. Avec un nid primaire. Ouais. Tu l'as récolté, tu l'as récupéré avant qu'il se développe. Et donc là, il faut piéger maintenant? Ouais, il faut piéger maintenant. Donc on est au mois d'avril. J'en ai vu une qui tournait. Début avril, tu commences à piéger? Dès qu'il fait 15 degrés. Ouais, dès que ça remonte quoi. Dès que ça ressort. D'accord, ouais, donc là... De toute façon, tu les vois arriver. Hein. Dès que tu as les bourdons qui sortent, trucs comme ça. Et donc la solution, c'est des pièges quoi? Les pièges. Et la raquette électrique ou pas? Aussi, mais après, là... J'ai vu beaucoup de gens. Après, c'est plus dans la saison, ça, ouais. Ouais, shooter les frelons en saison, mais après, c'est plus des fondatrices, c'est plus des reines, c'est des ouvrières. Ah, donc là, en ce moment, on piège les fondatrices. En ce moment, on piège que les fondatrices. Les nids, il commence seulement les nids primaires, c'est comme ça. Il n'y a pas d'ouvrières en hiver. Les nids sont vides, sont complètement morts. Il n'y a que des fondatrices qui passent l'hiver, que des reines. D'accord. Et qui refont alors elle commence toute seule, hein, elle est toute seule. Donc elle commence par faire 4-5 alvéoles, 5-6. Elle pond dedans, elle s'en occupe, elle fait des allers-retours, elle va chercher de la nourriture. Puis après, une fois que les 5-6 sont éclos, là, la reine reste dans le nid, puis continue à pondre. Et après, c'est les ouvrières qui vont le faire. D'accord. Donc il faut les choper dès le début. Donc il faut les choper vraiment quand... L'idéal, c'est de les choper quand elle est toute seule. C'est un peu le même principe que les abeilles en fait, elles fonctionnent un peu de la même façon. Non. Non, les abeilles, il y a toujours une colonie, même l'hiver. Ah oui, c'est vrai. Les abeilles font des réserves de miel, c'est pour ça qu'ils passent l'hiver. Les guêpes, il y a des guêpes, les frelons, ils font pas de miel, ils font pas de réserve. C'est pour ça qu'ils crèvent aussi l'hiver, parce qu'il n'y a pas de fleurs, il y a du froid, il y a voilà. Donc il y a juste les fondatrices qui se mettent en hibernation. D'accord. Donc ils vont s'enterrer ou se mettre dans une sous-toiture, enfin un tas de bois, ils vont se protéger du froid, ils se mettent en hibernation, ils vivent au ralenti, et puis dès qu'il fait chaud, ils sortent. D'accord. Ils font des réserves au départ. Mais c'est ce que tu nous disais, les frelons, ça bouffe 20 kilos d'insectes par an. Un nid. Par nid. Un nid, ouais. En un an. Dans une saison, ouais. Et du coup, majoritairement des abeilles, quoi. À 70%, c'est des abeilles. Oui, parce que ils s'en prennent pas. Parce qu'on dit qu'il faut les choper, mais on n'a pas dit pourquoi. Oui, essentiellement des abeilles. Ouais. Bon, après aussi, il y a 30% d'autres insectes qui sont aussi très utiles à la pollinisation. Donc, c'est surtout ça, parce que ça n'a pas un grand rôle, ça pollinise pas, hein, très peu, ça va un peu sur les fleurs, mais très très peu. Chercher un peu de nectar quand même, mais très très peu. Et du coup, on n'a pas du tout ce problème-là avec les frelons européens Non, d'abord, ils ne s'attaquent pas aux colonies d'abeilles, très peu, un petit peu, mais très peu. Et puis il y a un équilibre, quoi. Il n'y a pas énormément de nids de frelons européens, beaucoup moins que de frelons asiatiques. D'accord. Les colonies sont beaucoup plus petites aussi. Un nid de frelon asiatique, ça peut faire 1 mètre de haut, ça peut faire 800 individus. Un nid de frelon commun, c'est 100. D'accord, donc c'est pas la même pression sur les ruches. Ni la même pression, ni la même. Voilà.
Et puis le frelon, non, ça mange un peu de protéines comme ça aussi, d'insectes, mais très peu, beaucoup moins. Il se nourrit beaucoup plus de carcasses d'animaux, des trucs comme ça. Ah, c'est plus charognard. C'est plus charognard que... Comme les guêpes en fait. Comme les guêpes un peu, ouais. Les guêpes, elles aiment bien manger dans mon assiette. Ouais, c'est pareil, les guêpes, c'est charognard aussi. Ouais, si tu laisses traîner un bout de poulet, ça disparaît assez vite. Hein. Et puis je les ai vues faire, elles découpent des petits bouts avec leurs petites mandibules. Là. Mais le frelon asiatique le fait aussi sur le poisson. Hein. Moi, j'ai dans les étals sur le marché, des fois, il y en a beaucoup. Il vient se chez servir, nous, ça va encore, mais j'ai vu sur les marchés du sud, là, des fois à 11h, ils sont obligés d'emballer. Il y a tellement de frelons qu'ils sont obligés, les poissonniers sont obligés de partir. Et ils ont plus de frelons asiatiques dans le sud? Ouais, quand même, par endroit, ouais. Puis c'est par moment, ça dépend. Ouais. Après, ils l'ont depuis plusieurs années aussi. Hein. Ouais. Nous, ça fait 4 ans qu'il est là. 4-5 ans. Ouais, c'est encore. Enfin, on commence à en voir de plus en plus. Mais ça reste relativement timide par rapport à d'autres zones, quoi. Oui. Ouais. Bon, ça commence bien, là, ça y est. Oui, on avait vu que c'était implanté. Ah non, c'était moustique. Ouais, non, c'était. Rien à voir. Voilà, il a commencé à coloniser l'Angleterre. Ah oui. On ne sait pas comment il a traversé, pareil. En bateau. En bateau, comme il est arrivé en bateau en France. Ouais. L'Allemagne aussi. L'Allemagne a porté plainte contre la France parce que la France n'avait rien. Non, c'est vrai, au niveau européen. Parce que elle a dit que la France n'avait rien fait pour arrêter l'invasion. C'est vrai. Bon, après, est-ce que ça va aboutir? Ouais, c'est original. Ça va être une démarche, ça va être une bataille juridique à pas finir. Mais oui, l'Allemagne a porté plainte contre la France. Ok. Pour ne pas avoir... c'est vrai que quand il est arrivé en France, on aurait mis les moyens, quand on veut, on peut mettre les moyens, on aurait pu l'éradiquer, hein, sûr. Ouais. Il y a des maladies qui ont été éradiquées. Tu veux que je me mette là? Ouais, tu sors du cadre. Il y a des maladies qui ont été éradiquées comme ça. Hein. Ouais. Si on met les moyens, ouais. Mais il aurait fallu... moi, je connais j'ai des collègues pros qui sont dans le sud-ouest, là. Ils voulaient faire, ils avaient raison, ils voulaient faire intervenir l'armée avec des lunettes, des caméras thermiques et tout ça pour choper les nids la nuit. Et non, ça aurait pu se faire. Ah ouais. Intervenir l'armée pour choper des frelons. Ouais. Ok. Oui. Bah les Allemands vont le faire alors. Les Allemands vont le faire, ils vont peut-être l'éradiquer, mais enfin ils vont aussi... Ils vont l'éradiquer chez eux aussi. Ouais. Mais après, c'est difficile de leur dire de ne pas passer les frontières, il n'y a plus de contrôle. Il n'y a que les nuages radioactifs qui passent pas les frontières. Les insectes, non. Oui, parce que du coup, là, les apiculteurs, ils sont directement impactés, quoi. Oui, c'est un très bon indice du niveau de propreté de l'environnement. Hein. Parce que le miel concentre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le miel concentre beaucoup de produits, le miel concentre plusieurs fleurs, toute une... Ouais. Et d'ailleurs, est-ce que tu as vu des améliorations pendant le confinement ou pas? Non, pas vraiment. Alors, on a fait du miel à cette époque-là, parce qu'il faisait on a eu un printemps qui était exceptionnel. Ouais, donc ça a très bien, ouais. Puis nous, les apiculteurs, on avait le droit d'aller partout. On avait un laissez-passer. Donc on était tranquille, on pouvait se promener sur les routes. On était seul au monde. Moi, j'ai trouvé ça, le confinement. Alors là, super. Ah ouais. Non, c'est vrai en plus. Hein, j'ai des souvenirs. Ouais, j'ai des bons souvenirs du confinement. Ouais. Je me suis arrêté plusieurs fois. J'allais aux ruches, voilà. Après, moi j'avais tout la déclaration, mais bon, on ne me demandait pas non plus aussi. Voilà, j'aurais très bien pu. De toute façon, j'ai même fait des courses pour des copains. Entre deux. Voilà, on avait le droit de sortir. Mais c'est vrai que. C'était bien. Mais c'était pas dû. Non, t'as pas vu de différence. Non. C'était plus dû au climat, quoi. C'était plus dû au climat, ouais. Puis,
puis après ça a été aussi bénéfique pour les animaux parce que c'est vrai que la nature était tranquille, ils pouvaient sortir, il y avait moins de circulation. Bah, c'est vrai qu'on remarquait un certain nombre de trucs qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Les renards, moi à cette époque-là on remarquait beaucoup de renards, beaucoup plus tard. Moi j'ai eu des sangliers dans mon jardin. C'est la première fois que ça m'arrivait. Ouais, non, mais ils n'étaient pas effrayés, quoi. Ils n'étaient pas effarouchés par la circulation, par tout ça, donc c'est... Ouais. Mais c'est surtout la météo, c'est pas la pollution qu'a fait. Au niveau agriculture, ça s'est pas arrêté non plus. Donc, quelques usines, après peut-être aussi, mais c'est pas ça. Moins de circulation quand même. Ouais. Oui, ça là-dessus aussi sûrement, c'est ça qui a fait. Savoir si on pouvait acheter sur internet tout ça. Ouais, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup sur Facebook? J'ai une page Facebook. T'as une page Facebook? Les ruchers de Florine. Ouais. Il va y avoir un site internet. Donc là, tu as un site qui est en construction. Voilà. On peut retrouver toutes les infos sur les ruchers de Florine. Bah, tu as ta boutique physique. Sinon, ici. j'ai ma boutique physique à Monteville. Monteville en Normandie, ouais. Près de Fécamp, dans le 76. Voilà. Moi, je fais les marchés aussi de Fécamp. Ouais. Et puis, j'ai différents dépôts sur le département. Voilà. Bah, je mettrai tout ça en description, moi, de toute façon. Si jamais vous voulez, je parle aux spectateurs, si jamais vous voulez retrouver toutes les infos, bah, vous regardez dans la description en bas,